C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur LCF. Au sommaire de cette édition, où en sommes-nous dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire au Togo. Les autorités du pays passent à l'évaluation des résultats obtenus après quelques années d'exécution. Les justiciables indigents du Togo, bientôt bénéficiaires d'une aide juridictionnelle. L'Ordre national des avocats du Togo se prépare à lancer la semaine prochaine une caravane de plaidoirie gratuite au profit des personnes en détention préventive. Et puis l'actualité à l'étranger, campagne foraine d'établissement d'actes de naissance aux enfants centrafricains. Ils sont plusieurs milliers dans le pays à ne pas avoir ce précieux papier. Les autorités de Bangui tentent de renverser une situation aggravée par la crise sociopolitique. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. Elle fait l'objet depuis quelques années de toutes les attentions. Aujourd'hui, l'agriculture togolaise est en plein essor et ceci grâce à la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Mais un petit bémol, les résultats de ce vaste programme ne sont pas satisfaisants partout. Après les récentes missions d'évaluation des partenaires techniques et financiers du Togo, c'est l'heure de la restitution. Ida Ziadour. 3 ans après son lancement, le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA est à sa phase d'évaluation. Pour ce bilan mi-parcours, des missions de revue ont été effectuées par la Banque mondiale et le Fonds international pour le développement de l'agriculture du 26 mars au 3 mai dernier. Missions qui ont pour but d'évaluer la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole au Togo PADAT, du projet d'appui au secteur agricole PASA et du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Au cours de cette rencontre, il sera donc question de restituer les résultats des dites missions. Pour la filière végétale, les bilans de production qui naguère évoluaient en dents de scie ont fait place à une croissance soutenue de la production. Le secteur de la production animale s'est établi comme étant désormais une filière prometteuse. Quant au secteur de la pêche, il commence par montrer des signaux rassurants avec de plus en plus d'initiatives courageuses. La mise en œuvre de ce programme a permis de réduire de 2% la pauvreté dans le secteur rural. Même si des avancées ont été notées, beaucoup de défis restent cependant à relever. Aujourd'hui, le défi est plus important. Il devient celui qui permettrait de transformer ces produits agricoles pour mieux les commercialiser, pour créer de l'emploi, pour pouvoir résorber, occuper les jeunes dans les régions rurales. Il s'est agi de l'assistance technique qui a été fournie au gouvernement par les projets, qui n'a pas toujours été au point. Il s'agit peut-être d'impact de la climatologie. Il peut s'agir également des difficultés qui sont dues aux systèmes qui sont mis en place. Vous avez ici 3 institutions comme les nôtres qui doivent travailler ensemble, donc ils doivent harmoniser leurs procédures, en même temps que les procédures de passation de marché de l'État doivent aussi être harmonisées avec l'ensemble des partenaires. Durant 2 jours, les acteurs du secteur agricole et les partenaires techniques et financiers vont échanger et trouver des voies et moyens afin d'atteindre l'objectif poursuivi avant 2016, date butoir de l'exécution du programme. Les retards dans le démarrage de la mise en œuvre effective des projets, les difficultés relatives au bouclage financier des bailleurs, les difficultés institutionnelles et l'insuffisance des ressources humaines, la faible performance de l'assistance technique internationale recrutée pour accompagner la mise en œuvre des projets méritent d'être corrigés si nous ambitionnons d'atteindre dans les délais les objectifs qui nous sont assignés. Le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire a pour objectif de faire du secteur agricole le levier de croissance économique au Togo. Ce secteur emploie 70% de la population active et représente 40% du produit intérieur brut. Le développement de l'agriculture impose de meilleures infrastructures routières pour l'écoulement de la production agricole. Et sur ce volet, de nombreux chantiers sont ouverts ça et là sur toute l'étendue du territoire national afin de mesurer le niveau d'avancement de ces travaux de construction et de réhabilitation des routes dans le nord du pays. Le ministre des Travaux publics, Nissa Ougnofam, a effectué mercredi une descente sur le terrain. Alfred Mindissa, Samuel Niaoui.
Poste de péage d'Aledjo, ou du moins ce qu'il en est à l'état actuel des travaux. Nous sommes sur la route de contournement de la faille d'Aledjo. Tout est presque achevé, il ne reste qu'à passer quelques coups de peinture et surtout à alimenter le poste en électricité. Pour ce faire, les équipements nécessaires ont été convoyés sur les lieux. Plaques solaires, câbles, tuyaux, batteries, tout ce qu'il faut pour que l'endroit soit opérationnel dans les plus brefs délais. Le gouvernement a mis le paquet pour l'ouverture rapide de la voie à la circulation. Le monsieur Grand Travaux du gouvernement est sur les lieux. Plus l'alimentation. Bien sûr. Il est venu suivre l'état d'avancement des travaux et vérifier que les équipements sont bien arrivés sur les lieux. On est arrivé la semaine dernière au port autonome de Lomé. Nous les avons sortis avec l'attributaire du marché et ce matériel a été convoyé durant le week-end sur le site ici. Donc je me suis fait le devoir avec les collaborateurs de venir voir nous-mêmes l'arrivée de ce matériel qui est là, effectivement, en train d'être préparé pour être monté. Donc c'est pour rassurer les usagers de la route que très bientôt, cette voie-là sera ouverte à la circulation. Rassuré, Misao Nyofam poursuit son périple sur le contournement de Défalé et s'offre même une visite des travaux de bitumage des voies dans le canton de Pia. La réfection de ces routes de montagne est confiée à l'entreprise Centro. Elle est à pied d'œuvre pour tenir les délais. Notre objectif ici, c'est de réaliser un bitumage sur 50 km, y compris cette voie qui fait 4 km, sur laquelle nous sommes en train d'appliquer l'enrobé, qui est un test, c'est-à-dire une planche d'essai pour tout le projet. Les travaux d'Aledjo, Défalé et Pia ne sont qu'une infime partie des chantiers de construction et de réfection des routes dans lesquels le Togo s'est lancé depuis quelques années. La finalité de ces travaux est de redonner une peau neuve au pays et faciliter la circulation sur tous les axes routiers du Togo. C'est peut-être une solution au problème de surpopulation carcérale au Togo. L'Ordre national des avocats du Togo veut faire bénéficier de plaidoiries gratuites aux justiciables indigents. Une caravane nationale organisée à cet effet démarre la semaine prochaine. Une initiative qui devra porter assistance à des personnes en détention préventive dans une dizaine de villes. Rajoul Mohamed. Au moins 300 détenus sur tout le pays auraient purgé leur peine et devraient être remis en liberté. Ce chiffre est du barreau du Togo. À côté des détenus en fin de peine, toujours maintenus en détention, d'autres purgent des peines maximales sans jamais avoir été condamnés. C'est pour ces catégories de détenus et pour d'autres encore en situation de détention préventive que ces concis avocats du barreau vont arborer leur toge et plaider du 21 au 25 juillet prochain dans le cadre de la vaste campagne de plaidoirie gratuite devant une douzaine de tribunaux du pays. Nous envisageons couvrir les deux grandes zones du pays, c'est-à-dire la région septentrionale et la région méridionale. Donc il y aura plus d'une trentaine d'avocats qui vont sillonner le pays et qui vont aller dans les différentes juridictions plaider pour ceux qui sont détenus en prison, qui ont commis des délits, mais qui n'ont pas les moyens de se payer les services d'un avocat. Le but, c'est de désengorger nos prisons et c'est de permettre à ceux qui sont emprisonnés, à supposer qu'ils aient commis véritablement le délit, c'est de leur permettre d'avoir une visibilité. Conditions de détention, comme vous savez, si vous avez jamais lu nos rapports annuels sur les droits de l'homme, c'est peut-être le problème le plus visible dans le pays, mais surtout la surpopulation de prisons. Et aussi, ce projet va éliminer certaines et va, dans un sens, faire moins de congestion dans les prisons. Alors, c'est très positif. Cette caravane de plaidoirie devrait certes apporter un soulagement ponctuel sur les effectifs des prisons qui, comme pour celle de Lomé, abritent plus du triple de ses capacités d'accueil, estimées à 666 places. Le geste est louable, mais pour les pouvoirs publics, il est temps de s'investir dans la recherche de solutions durables. Récemment, le ministère a initié, avec nos amis du Sénégal et les autres pays de la sous-région, une réflexion sur la prise en charge automatisée des chaînes judiciaires dans notre pays. Nous avions déjà eu une expérience qui est en cours. Malheureusement, elle a beaucoup de difficultés à avancer, notamment avec le contrôle automatisé des détentions. Et cette expérience avec nos pays voisins et avec les autres partenaires nous permettra de relancer cet appareillage automatisé qui est nécessaire à l'amélioration de la question de la détention. Financé grâce à une subvention chiffrée à 10 millions de francs CFA du Fonds américain pour la démocratie et les droits de l'homme,
ce projet est dans sa dernière phase. Il aura eu le mérite de distiller de précieuses gouttes d'eau dans l'océan de la souffrance des détenus togolais. Crise ouverte au sein de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. La scission semble être consommée dans cette centrale. À l'origine de la polémique, une lettre ouverte réclamant la tenue d'une assemblée générale. D'un côté, on conteste l'authenticité du document et de l'autre, on soutient l'idée de la mise en place d'un conseil syndical extraordinaire. Norbert Dansou. Le Rubicon semble désormais atteint dans la crise qui secoue au sein de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Après une demande sans suite pour la convocation d'une assemblée générale, les organisations syndicales de base reviennent à la charge et touchent le fond avec cette conférence de presse qui va très vite se muer en véritable réquisitoire contre le secrétaire général de la CSTT. Il serait accusé de malversation et de détournement de fonds. Les organisations demandent la convocation d'un conseil syndical extraordinaire. Le linge sale se lave toujours en famille. C'est pourquoi nous avions exigé, demandé qu'il convoque une assemblée générale. Mais aujourd'hui, nous sommes à un stade, les membres demandent qu'il convoque plutôt un conseil syndical extraordinaire pour qu'à cette instance-là, nous discutions, nous écoutions les uns et les autres pour que nous puissions tirer la conclusion qui s'impose. Tout est parti du différend actuellement pendant au tribunal de travail entre le secrétaire général et le comptable de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. En prime, plusieurs documents qui accableraient le secrétaire général. Sommet de s'expliquer sur la question, celui-ci met en cause l'authenticité de la lettre ouverte pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Et si notre secrétaire général trouve que, secrétaires généraux que nous sommes, lettre ouverte que nous avions bel et bien signée et adressée à lui, il trouve que cette lettre n'a pas été signée et que nous sommes des individus, nous voudrions attirer l'attention de l'opinion nationale que nous avions agi à visage découvert et que nous voudrions que réalité soit trouvée et que solution soit trouvée à la crise qui mine notre confédération qui aujourd'hui se retrouve en lambeaux. Le bras de fer qui oppose le secrétaire général et les organisations syndicales de base est loin d'être terminé. Si ces derniers estiment qu'il s'agit d'une opération sauvetage de la barque CSTT, ils n'en ont pas plus la légalité, car la convocation d'un conseil syndical extraordinaire appartient seul au secrétaire général ou un tiers du bureau syndical de la Confédération. Le Conseil national des patrons de presse poursuit l'installation de ces points focaux à l'intérieur du pays. Mercredi, la délégation du CONAP était à Dapaon, où un bureau a été mis en place pour servir de relais dans la région des Savanes. Alfred Mindissa, Mathieu Gaye. C'est désormais chose faite dans la région des Savanes. Ce mercredi, la délégation du CONAP a procédé officiellement à l'installation du bureau point focal CONAP comme inscrit dans son agenda. L'installation de ce nouveau bureau a été couplée de la remise du matériel informatique d'une clé nomade et d'un téléphone portable. Ces kits vont permettre au point focal d'être en contact régulier avec le bureau national du CONAP Lomé. La vision donc du CONAP de ce nouveau bureau, c'est d'installer les points focaux à l'intérieur du pays pour pouvoir permettre à ces patrons de presse, également les organes de l'intérieur, d'être en contact permanent avec l'OME, échanger les messages. Et lorsqu'il y a un problème aujourd'hui, le CONAP ne peut pas, jusqu'à un passé récent, ne peut pas quand même aller directement intervenir à l'intérieur du pays. Donc tout cela est mis ensemble et c'est ça qui a permis donc l'installation de ces points focaux que nous venons de faire. Et aujourd'hui, nous avons bouclé la boucle à Dapaon et nous sommes très fiers que au moins ceux qui sont membres du CONAP sont venus ensemble pour pouvoir donc assister à cet événement-là. Pour le coordonnateur, ce nouveau bureau installé vient régler le déficit d'information, une carence dont souffre la presse de l'intérieur du pays.
Les années passées, on se sentait marginalisés, mais maintenant ils ont pensé à installer les points focaux. Cela veut dire qu'ils ont des soucis sur le média de l'intérieur. Et par rapport au travail, je dois solliciter le concours des uns et des autres pour que nous puissions, ne serait-ce que relever les problèmes qui minent la presse dans la région des Savanes et, n'est-ce pas, travailler en commun accord avec le bureau exécutif qui est à Lomé. L'installation de ce bureau régional dans la région de Savanes marque la fin de la tournée de l'installation des différents bureaux régionaux dans toutes les régions du Togo. L'actualité à l'étranger, c'est l'une des conséquences de la guerre qui déchire la République centrafricaine. Plusieurs milliers des enfants dans le pays ne possèdent pas d'acte de naissance. Une situation à laquelle les autorités de Bangui tentent de trouver solution. Le gouvernement centrafricain, avec l'appui de ses partenaires étrangers, vient de lancer une campagne foraine d'établissement de ces documents aux enfants. Samuel Niaoui. De mars 2013 à mars 2014, la Centrafrique vivait les plus forts moments de sa crise. Une crise qui a eu des répercussions jusqu'au sein des familles. Presque tous les enfants nés dans cette période n'ont pas d'acte de naissance. Le gouvernement veut rectifier le tir et vient de lancer une campagne d'enregistrement des enfants nés durant cette période. Avec l'appui de l'UNICEF, plus de 20 000 enfants ont été enregistrés. Un décret a également autorisé la délivrance gratuite d'actes de naissance aux enfants nés entre décembre 2012 et décembre 2014. Nous avons pu identifier les enfants éligibles qui s'élève à 22 680 enfants. Une opération d'enregistrement foraine dont le bilan à mi-parcours semble déjà satisfaisant. Cette mini-campagne n'a pu couvrir que Bangui, Bimbo et Begwa. Et on avait prévu atteindre en tout 30 400 enfants, qui représentent 90% des enfants qui sont dans la ville les villes de Bangui, Bimbo et Begwa. On a pu atteindre que 22 000 pour l'instant, 22 870. Mais nous savons qu'il y a certaines données qui ne sont pas encore entrées. D'ici là, peut-être que nous pourrons atteindre dans les 25 000 en allant. Ces enregistrements se poursuivront sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Selon les données d'une enquête menée en 2010, environ 61% des enfants centrafricains n'avaient pas d'acte de naissance. La Centrafrique est confrontée à une crise sociopolitique depuis plusieurs mois, avec de nombreux morts, des milliers de déplacés et réfugiés. À l'étranger encore, et en bref, le crash du Boeing 777 de Malaysian Airlines dans l'est de l'Ukraine. L'appareil s'est écrasé dans une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. Parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur, le vol MH17 de Malaysian Airlines avait à son bord 295 personnes. Aucun survivant pour le moment. Nous ouvrons à présent la page consacrée aux luttes traditionnelles. Et voilà, en pays kabyais, on a lutté ce jeudi pour le compte de la finale à Pia, à Sarakawa et à Bandeyaka. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Mais avant, voici la finale dans le canton de Bou avec Alfred Mindissa, Herman Congo et Jacques Pekemsi. Une arrivée du chef de l'État, Faure Sozimnania Simbe, qui vient donner le ton à la finale dans ce canton. Les lutteurs de la coalition Tchou, Kolide, Piade, Walde contre ceux de Bou Chamde, Bouho. Des empoignades âprement disputées pour célébrer la tradition. Ce sont les Blancs qui sortent vainqueurs par 25 points contre 22. Une finale qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.
C'est donc fini pour les Evala dans ce canton, mais pas dans les autres. Les empoignades se poursuivent jusqu'à samedi. Les luttes traditionnelles Evala en pays kabyais, une occasion pour faire aussi des affaires. Vous allez le voir, autour de chaque terrain de lutte se tiennent des petits commerces et c'est le dossier du jour. Il est signé de nos envoyés spéciaux Jacques Pekemsi, Herman Congo et Alfred Mindissa. Derrière les arènes s'anime un véritable marché. Au-delà de tout, Evala est une occasion pour ceux-ci de se retrouver et de se récréer. Ça, on ne peut pas faire les Evala sans la calebasse. Hein. Vous voyez, je tiens la calebasse. D'abord, c'est un rendez-vous de retrouvailles. C'est la joie. Et la calebasse, vraiment, s'il y a un rendez-vous de retrouvailles culturel, surtout en pays kabyais, il n'y a pas de tchouk, c'est que ce n'est pas le comble. À l'heure actuelle, là, je suis aussi un visiteur. J'ai bien sûr des Evala, mais il faut venir prendre et pour que tu sois aussi en joie. Pour animer ces retrouvailles, d'autres se sont préparés depuis quelques mois, histoire d'avoir des moyens financiers pour la cause. Oui, ce n'est pas en tant que tel, mais c'est un excitant. Ça te permet d'être encore plus, avoir de la joie pour mieux danser, puis pour être derrière tes Evala. Célébrer la tradition, oui. Evala permet donc à ceux-ci de vendre, d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ça a l'air de marcher. Plus précisément, cette année, il y a de l'ambiance. Pourtant, les autres n'est pas encore arrivé sur le terrain. Mais pour le moment, il y a l'ambiance. Et on a un peu de clients. Je vendais très bien. Mais cette année-là, il n'y a pas le marché ici. Avant les Evala, c'était dur. Même un porc même ne peut pas finir une journée. On fait 2 jours, parfois 3 jours. Mais ces derniers temps, avant-hier, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, là, ça va bien. Au moins, par jour, on fait un porc ou 2. Boissons, viande et autres sont des aliments qu'on peut retrouver derrière les arènes. Se retrouver, s'amuser, échanger. Voilà d'autres faces des Evala. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette édition.